on y va. Moteur. Tourne. Annonce. Pascal, première. Action. Malgré le développement du cinéma souterrain et le nombre grandissant de chasseurs d'images spéléologiques, il est rare que les cavernes soient filmées pour elles-mêmes. Bien souvent, elles ne constituent que la toile de fond d'aventures plus ou moins mouvementées, d'exploration et de reportages liés à une actualité parfois dramatique, ou encore d'études et de recherches touchant à des domaines très diversifiés. De cette constatation est né le projet d'un nouveau film, qui n'aurait d'autre but que de révéler quelques-unes des plus belles et des plus incroyables facettes de la nature souterraine. Rechercher l'insolite souterrain était un pari ambitieux, qui allait nous entraîner d'un pays à l'autre à travers de très nombreuses expéditions étalées sur plusieurs années. Avec pour point de départ de notre périple les profondeurs des Causses et de l'Ardèche, berceau de l'aventure souterraine au début du siècle. Dans les cavernes de la vallée de la Cèze, une série d'étroitures défend l'accès de fantastiques paysages. Ce sont les excentriques, dont la formation défie les lois de la pesanteur autant que l'explication scientifique. Il existe des formations à l'origine moins mystérieuses, mais tout aussi étranges. À quelques mètres de la surface, les racines d'un arbre sont parvenues à traverser la roche et se sont peu à peu recouvertes d'une carapace de calcaire. Dans la montagne de l'Espinouse, la grotte de Lauzinas abrite de curieux champignons. Leur origine est le fruit d'un concours de circonstances remontant à plusieurs dizaines de millénaires. Autrefois, une soudaine montée des eaux provoqua l'inondation des galeries. À la surface des lacs ainsi formés, des cristaux de calcite se déposèrent autour des stalagmites qui émergeaient, leur construisant de véritables collerettes. Dans la grotte voisine de Trassanel, une concrétion en forme de chandelier illustre parfaitement cette étape. C'est en quelque sorte le squelette du champignon. À Lauzinas, des formations identiques ont été de nouveau noyées, puis se sont enrobées d'argile lors de décrues très lentes qui donnèrent naissance à ces bollets géants. Trassanel renferme aussi des concrétions originales. On y pénètre par la porte rouge, ensemble de piliers colorés par les infiltrations. Plus loin, une tortue monstrueuse monte une garde éternelle dans une vaste salle aux parois hérissées de disques. Au sol, un crâne de renne, prisonnier de la calcite,
prouve la fréquentation de la caverne par les animaux des époques glaciaires, 20 000 ans plus tôt. Il est le précieux témoin d'un passé disparu, tout comme les draperies translucides dont les stries révèlent la succession des temps géologiques. La manipulation du 220 volts dans la boue et l'humidité n'est pas sans risque. Et l'installation des câbles est un handicap certain. Lorsqu'il s'agit d'aller plus loin et plus profond, le groupe électrogène est remplacé par les batteries autonomes. Elles seront particulièrement utiles pour notre prochaine étape, les grottes ornées du sud de la France, célèbres pour leurs fresques préhistoriques. À Lascaux comme à Rouffignac, Pêche-Merle ou Niaux, c'est la stabilité extraordinaire du climat souterrain qui a permis aux peintures rupestres de défier le temps. Le milieu souterrain est un monde de ténèbres, d'où n'émerge souvent que la blancheur uniforme des concrétions. Mais bien que rares, certains paysages présentent des couleurs surprenantes. Ce sont les oxydes ferriques qui donnent ces teintes rouges, parfois très marquées. Quelques grottes ont acquis une renommée internationale grâce à une coloration particulière. Ainsi, dans l'île de Capri, en Italie, la Grotta Azzurra, la célèbre grotte bleue, présente un curieux phénomène de diffraction de la lumière du jour. Certaines concrétions sont réellement bleues. La calcite a été teintée par du sulfate de cuivre, entraîné par les eaux de percolation. Les concrétions de couleur sont très recherchées pour être vendues dans les comptoirs de géologie ou dans les bourses aux minéraux. De nombreuses cavernes sont ainsi dévastées au nom de ce commerce regrettable. Parfois, une succession de hasards aboutit à d'incroyables spectacles. Cette forêt d'aragonite verte pousse à plusieurs centaines de mètres sous terre. Le bleu du sulfate de cuivre s'est ici associé à l'or du nickel pour provoquer ces arborescences inédites. On ne connaît que 3 ou 4 de ces gisements dans le monde et ils sont évidemment très convoités. Leur situation, souvent difficile d'accès, ne suffit pas à les protéger des pilleurs professionnels. Aussi l'emplacement exact de tels aragonites est-il tenu secret par ceux qui les ont découverts. Notre objectif suivant nous fait traverser la frontière espagnole en direction des monts Cantabriques qui sont le rendez-vous estival de nombreux spéléologues. Depuis toujours, ce massif a été l'objet de prospections répétées. Certaines ont abouti à d'intéressantes découvertes, telles que celle de la grotte de Pozzalagua. Le développement des galeries ne dépasse pas 200 mètres, mais le sol y est absolument plat, au point de pouvoir s'y refléter comme dans une flaque d'eau. Les voûtes
gouttes sont recouvertes d'un foisonnement d'excentriques d'une taille sans comparaison avec ce qu'on en connaît généralement. Ces bouquets d'excentriques géants sont dus à un calcaire particulier et reposent sur des équilibres chimiques inhabituels, orchestrés, comme toujours, par le patient travail des gouttes d'eau. Des gouttes capables de venir à bout du roc le plus dur, et cependant si fragiles qu'elles contournent une bulle d'air sans la crever. Seul de toutes les roches, le calcaire permet la formation des cavernes. Et pourtant, il existe des grottes en pays non calcaires, par exemple en région volcanique. Pour filmer de telles anomalies, nous partons à Lanzarote, l'une des îles Canaries, où, au pied du volcan Corona, se trouvent des cavernes qui sont le résultat d'un processus lié non plus à l'eau, mais au feu de la Terre. Lors des éruptions importantes, des flots de lave s'épanchent des flancs du volcan. Ces coulées peuvent parcourir de grandes distances avant de se solidifier. Le refroidissement atteint tout d'abord les couches externes, qui se trouvent au contact de l'air, alors que l'intérieur est encore fluide et continue à avancer. Il se forme ainsi des tubes de lave dont la section peut parfois dépasser 10 mètres. Les grottes volcaniques ne sont pas uniformément noires et affichent des teintes variées. De fortes proportions d'oxyde de fer sont à l'origine de couleurs violentes qui ne s'estompent pas avec le temps et n'ont pas à subir les effets de l'érosion des eaux. Une coulée peut aussi donner naissance à des stalactites. Entraînée par son poids, la lave s'étire en tombant de la voûte et se fige dans cette position, recréant ainsi un décor souterrain traditionnel. Et l'imagination ramène toujours au torrent de lave, dont la force irrésistible n'est pas sans évoquer la puissance des creux souterraines, capables, elles aussi, de modeler la pierre. Sur Lanzarote, des éruptions particulièrement longues ont permis à certains tubes de lave d'atteindre la mer. C'est le royaume du Munidopsis, un petit crabe cavernicole aveugle et dépigmenté qui a réussi à coloniser cet habitat nouveau. Si certaines cavernes naissent dans le déchaînement d'une éruption, d'autres prennent corps dans le silence des neiges. L'Autriche possède ainsi de nombreuses grottes glacées que leur situation en altitude maintient en permanence à très basse température. À proximité de Salzbourg,
le téléphérique le plus incliné d'Europe nous emmène vers le monde des géants de glace. Dans ces galeries aux allures de tombeaux, la glace a supplanté le roc. Le froid a paralysé tout mouvement. Dans ces empilements de glace est inscrite toute l'histoire géologique de notre planète, mais aussi les traces d'un passé plus récent et parfois tragique. En 1978, 2 spéléologues parcourant les gouffres du massif du Dachstein découvrirent le corps d'un homme prisonnier de la glace. Une enquête révéla qu'il s'agissait d'un skieur du pays, porté disparu 30 ans auparavant et qui était tombé dans une crevasse du plateau. De la même façon, les poussières contenues dans la glace apportent de précieux indices sur la flore, le climat, la pluviométrie qui régnaient sur la région il y a des dizaines de milliers d'années. Direction la Yougoslavie. C'est le pays des 1001 grottes qui fut au XIXe siècle le théâtre des toutes premières explorations souterraines. Pour le spéléologue d'aujourd'hui, il n'est pas facile d'imaginer le contexte de telles expéditions, parties à la conquête d'un monde inconnu que les croyances du Moyen-Âge peuplaient encore de dragons et de monstres mythiques. Et il est vrai que le karst est couvert de forêts denses, criblé de crevasses et de grottes, a tout pour entraîner l'imagination au-delà du réel. D'innombrables résurgences charrient des eaux que l'on pourrait croire tout droit sorties du Styx, le fleuve des enfers. À côté du village de Skopjan s'ouvre la grande doline, avec un à-pic de 160 mètres, au fond duquel coule la mystérieuse Reka. C'est là qu'osèrent s'aventurer pour la première fois les ancêtres des spéléologues modernes, guidés non par l'attrait de trésors légendaires, mais par la recherche de l'eau. Ils étaient embauchés pour ravitailler la ville de Trieste, aux prises avec une sécheresse catastrophique. Non loin de là, la grotte de Postojna est un des hauts lieux du tourisme souterrain. Son principal intérêt est d'être l'un des seuls endroits au monde où vit le protée. Comment ne pas songer, devant son museau aplati et son corps de serpent, au dragon des légendes? Et comment ne pas comprendre la frayeur de l'homme du Moyen-Âge rencontrant une telle créature à proximité d'une entrée de grotte et pensant se trouver en présence d'un bébé dont les monstrueux parents n'étaient peut-être pas bien loin. C'est ainsi que naissent les croyances et les contes de fées. Malgré ses minuscules pattes, le protée est souvent assimilé à un reptile, alors qu'on ne rencontre pratiquement jamais de serpents sous terre. Mais au royaume de l'insolite, c'est l'exception qui constitue la règle. À 50 mètres du jour, dans une grotte du Jura, des vipères aspies ont élu domicile. De prime abord, notre descente ne semble guère les déranger. Pourtant, elles ne sont pas en hibernation et deviennent progressivement vivaces. La morsure de la vipère aspie figure parmi les plus redoutables, et c'est encore une retraite diplomatique qui reste la meilleure attitude.
Spécialistes des reptiles, l'un d'entre nous surveille avec attention leur comportement, car nous craignons de les voir tout à coup devenir agressifs. À l'issue de ce tournage, nous sortirons de cette petite grotte aussi épuisés nerveusement qu'après une verticale de 300 mètres. Généralement, la faune des cavernes est inoffensive. En 2000 descentes, nous n'avons jamais eu d'autres occasions de face-à-face aussi angoissants, sauf en Afrique. Le sous-sol du continent africain, jusqu'à présent, n'a guère attiré les spéléologues. Pourtant, en plein cœur de la jungle, enfouies dans la végétation, existent des grottes inexplorées. Les entrées sont connues seulement de quelques habitants des villages, qui les considèrent avec beaucoup de respect, pour ne pas dire de crainte. À la saison des pluies, les quantités d'eau diluvienne qui s'abattent ici décuplent la vitesse de creusement du calcaire. Dans une atmosphère de serre, où la température de l'eau dépasse 20 degrés, prolifère une faune parfaitement adaptée. Cette araignée géante a une envergure de 30 cm. Elle est occupée à dévorer une sauterelle, mais n'hésite pas à faire face. Malgré leur taille, ces araignées ne présentent guère de danger. Mais certaines espèces peuvent être venimeuses, et lorsqu'elles commencent à jouer des mandibules, il vaut mieux céder le passage. Les expéditions en Afrique devaient nous réserver d'autres surprises. Lors d'une pause dans une grande salle, le sol se mit soudain à bouger imperceptiblement, de façon inexplicable. Les talus d'argile étaient en réalité du guano de chauve-souris, habité par d'innombrables et minuscules organismes qui s'en nourrissaient. La présence des chauves-souris s'accompagne souvent d'amas de guano qui peuvent atteindre des dimensions énormes. Moins impressionnantes que leurs consoeurs africaines, les chauves-souris d'Europe sont aujourd'hui en voie de disparition, décimées par les produits toxiques qui contaminent les insectes qu'elles dévorent. Sur ces petits habitants des ténèbres, dont le spéléologue a fait son emblème, courent maintes légendes tenaces et ridicules. Dans certaines campagnes, les chauves-souris sont encore considérées comme des créatures maléfiques qu'on n'hésite pas à clouer sur une porte de grange pour conjurer le mauvais sort. Actuellement, les spéléologues s'attachent à les protéger. Ils ont proscrit les opérations de bagage naguère entreprises pour étudier leur migration et qui se sont révélées cause de perturbations importantes pendant la période d'hibernation. Par opposition aux troglobies, êtres à 100% cavernicoles qui ne pourraient pas vivre ailleurs que dans une grotte, les chauves-souris sont des troglophiles, que l'on peut aussi rencontrer à l'extérieur, et qui ne sont donc pas totalement dépendants du milieu souterrain. Au cours d'une descente, il n'est pas rare de rencontrer plusieurs de ces troglophiles. Ainsi, la salamandre occupe-t-elle le fond des gouffres, où elle trouve les conditions de vie qui lui conviennent.
Comme le protée, elle n'est certainement pas étrangère au mythe des dragons. Mais, comme lui aussi, elle est parfaitement inoffensive. Les tritons appartiennent à la même famille. Comme les chauves-souris et les salamandres, ils animent de leur présence un grand nombre d'entrées de cavernes. Au-delà, la vie souterraine est beaucoup moins apparente. Tout un petit monde, aveugle et décoloré, peuple l'envers des rochers, les fentes de l'argile, les fissures des parois. Et plutôt que de les y chercher, il est plus simple de poser un piège. Dans un verre affleurant la surface du sol, on verse un peu d'eau salée destinée à retenir et à conserver les captures. L'appât est un petit morceau de fromage ou de viande piqué sur une tige et placé au milieu du verre. C'est en voulant l'atteindre que les cavernicoles tomberont et resteront prisonniers de l'eau, dont la surface sera bientôt couverte des petits organismes agglutinés. De nombreux représentants de la faune souterraine sont microscopiques. Les saisir avec une pince est difficile, ou risque tout simplement de les détériorer. Les biologistes ont recours à un bricolage qui consiste à aspirer les cavernicoles. Bien entendu, un filtre évitera de les avaler. La variété des espèces récoltées est souvent étonnante. Chrysopas, colamboles, cloportes, crustacés divers illustrent les fantastiques possibilités d'adaptation de la vie à un univers aussi déshérité que le milieu souterrain. Accaparé par sa progression, le spéléologue n'a pas toujours l'occasion de contempler la faune des grottes. Les cavernicoles, sensibles au plus faible bruit et au moindre éclat de lumière, ont depuis longtemps disparu dans des refuges inaccessibles lorsqu'apparaissent enfin les intrus. Et l'explorateur peut en déduire qu'il parcourt un monde mort. En fait, la vie est partout, et plus particulièrement dans les rivières souterraines, trait d'union entre les cavernes et la surface. Le Niphargus est le représentant le plus répandu de cette faune aquatique. Il vit en parfaite harmonie avec un milieu très pauvre en ressources. C'est en partie pour cela que les rivières souterraines abritent rarement des poissons, sauf à proximité du jour. Il existe quand même de véritables poissons cavernicoles, notamment au Mexique et aux États-Unis. Ceux de Blue Spring Cavern, dans l'Indiana, ne possèdent pas d'yeux et sont dépigmentés au point d'être presque translucides. Au long des millénaires, ils ont subi des mutations irréversibles qui leur ont fait acquérir les caractères fondamentaux de la vie souterraine. Un peu partout dans le monde, on retrouve des exemples d'adaptations comparables. En Amérique du Sud, les crabes cavernicoles règnent en maître dans certaines grottes marines, devenues en quelques années leur habitat de prédilection. En Europe, le Troglocaris, sorte de crevette souterraine, a fait l'objet d'études approfondies destinées à mettre en évidence les différentes étapes d'une mutation. De même que chez les écrevisses, les phénomènes d'adaptation semblent en effet plus rapides et plus faciles à observer au niveau de certains crustacés. Quelques générations suffisent pour que s'amorcent de véritables métamorphoses.
À proximité du village de Gonvillard, dans l'est de la France, un cours d'eau extérieur abritait une grande quantité d'écrevisses. Peu à peu, celles-ci commencèrent à disparaître, au grand émoi du garde-chasse local qui passait ses nuits à guetter d'insaisissables braconniers. Quelques années plus tard, l'exploration d'une grotte voisine permettait d'accéder au cours souterrain du ruisseau et de s'apercevoir que toute la colonie d'écrevisses y avait tranquillement élu domicile. Ayant perdu l'usage de leurs yeux, elles étaient devenues aveugles et montraient une décoloration avancée. De génération en génération, ces changements devaient encore s'accentuer, allant jusqu'à l'apparition d'une espèce totalement nouvelle. Obéissant aux lois de la nécessité, la vie peut donc parfaitement s'établir sous terre, et l'on y rencontre quelquefois des animaux inattendus. Ainsi, au Québec, ce sont les castors qui nous ont permis de visiter certaines grottes. Et dire qu'ils sont cavernicoles serait quelque peu exagéré, mais c'est tout de même grâce à leurs travaux de terrassement que nous avons pu pénétrer dans des cavernes qui, sans cela, se seraient trouvées sous l'eau. Non loin de Hall, les castors ont édifié leur traditionnel barrage, de telle sorte qu'une digue naturelle a empêché un petit lac voisin de noyer la caverne. À quelques mètres de la surface, nouvelle surprise, la caverne a des occupants, qui, fort heureusement pour nous, détalent à notre arrivée. C'est une famille de porcs-épics qui s'est installée ici. Leurs nids de paille et d'herbes tassées sont construits dans les recoins de la grotte. Les spéléos québécois sont quelques centaines. À leur actif, de nombreuses découvertes, dans un sous-sol qui n'est pourtant pas le plus propice à la formation des réseaux hydrologiques, mais qu'ils prospectent et explorent régulièrement. Leur persévérance fut récompensée en 1979 par la découverte de la grotte de Bois-Châtel, située pratiquement sous la ville de Québec. Pour trouver l'entrée, rien de plus facile. On suit la rue des Cavernes, puis rue des Dolines, on prend celle des Résurgences. Dans un terrain vague, une cabane anonyme abrite le puits d'accès des regards des curieux et surtout évite aux enfants du voisinage la tentation d'aller jeter un coup d'œil. L'entrée du gouffre a été étayée à l'aide de buses métalliques afin de prévenir tout risque d'éboulement qui condamnerait la caverne. De même que dans tout le Canada, les zones calcaires recèlent sans doute bien d'autres grottes intéressantes. Toutefois, les immenses surfaces à prospecter rendent la tâche difficile. Même en ayant recours aux motoneiges qui permettent de quadriller des territoires très étendus, l'exploration du sous-sol québécois progresse lentement. Et l'on ne compte à l'heure actuelle qu'environ 400 cavernes répertoriées. Ces méthodes de prospection à la motoneige, en tout cas, devraient bien inspirer le vieux monde. Car là-bas, dans les massifs calcaires, on préfère souvent attendre la fin de l'hiver et le retour de la belle saison pour arpenter de nouveau les lapias, dans l'espoir de trouver un jour ou l'autre un grand gouffre inconnu. Ces recherches systématiques finissent par donner des résultats. Chaque année, de nouveaux réseaux souterrains sont découverts dans les Alpes, les Pyrénées, la Franche-Comté, les Causses ou les Cévennes. Nous avons repris nos descentes avec cette fois pour objectif les cavernes de cette dernière région.
Les fleurs de gypse sont des concrétions minuscules et capricieuses. Elles peuvent disparaître entre deux visites, car leur existence dépend de conditions d'humidité qui peuvent évoluer au gré des saisons. Elles sont également très fragiles, mais pas autant que certaines stalactites fistuleuses qui oscillent au moindre souffle d'air. Nous sommes cette fois en plein Vercors, où la grotte de Couffin abrite plusieurs milliers de ces formations, familièrement appelées macaronis. Les plus anciennes atteignent 4 mètres de longueur. Pas question ici d'élever la voix. Au-delà de leur étrangeté, ce qui fascine dans ces multiples aspects d'une même nature souterraine est peut-être d'abord leurs étonnantes ressemblances avec les formes du monde extérieur. Des ressemblances que l'imagination s'obstine à vouloir reconnaître avant de partir sur les chemins du rêve. Et il manquait à notre panorama des beautés souterraines un chapitre important. Les perles des cavernes font partie de ces joyaux mythiques que tout explorateur souterrain rêve un jour de découvrir. C'est grâce au macrocinéma qu'on peut espérer les filmer. On les appelle pisolites. Au cœur de chacune d'elles gît un minuscule corps étranger, caillou ou grain de sable, qui s'est trouvé enrobé par le calcaire dissous dans l'eau d'une petite vasque. Mais ce n'est là qu'une hypothèse, car certaines perles peuvent revêtir des formes très différentes. C'est aux États-Unis que nous avons filmé des perles des cavernes cubiques. Elles semblent d'abord avoir suivi le même processus de formation que les perles sphériques, avant de bifurquer inexplicablement vers le cube plus ou moins parfait. À ce jour, ces concrétions demeurent une énigme pour les chercheurs qui n'ont encore pas pu expliquer ce phénomène. Le pays des gratte-ciel réserve encore d'autres sujets d'étonnement. C'est aussi celui de la plus longue grotte du monde. Avec 450 km de galerie, Mammoth Cave, dans le Kentucky, détient un record incontesté qui sera certainement bien difficile à battre. C'est la jonction, en 1972, entre deux immenses réseaux jusque-là bien distincts, qui a permis d'atteindre ce kilométrage fabuleux. Si les concrétions sont rares, lorsqu'elles existent, elles sont démesurées. La plus petite de ces fleurs de gypse ne fait pas moins de 30 cm. Les premiers kilomètres du système présentent des conditions propices à la formation de gypse, et également d'une de ses variantes, l'epsomite. Le reste des 450 km est à l'image de cette topographie géante. Ici, on appelle l'étroiture un passage de 2 mètres sur 3. Les spéléo-américains se sont jusqu'ici assez peu intéressés à l'évolution des méthodes et du matériel d'exploration. Le descendeur le plus utilisé est le rack, sorte de gros attache trombone munis de barrettes permettant de freiner plus ou moins la progression.
c'est avec cet engin que les Américains descendent dans leurs gouffres, qui offrent souvent moins de complications que leurs homologues alpins ou pyrénéens. Leurs verticales sont également démesurées. Le plus grand puits souterrain du monde, au Mexique, dépasse 411 mètres d'à pic. Cependant, c'est encore la vieille Europe qui possède les 3 ou 4 plus profonds gouffres connus. Parmi eux, la célèbre Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées franco-espagnoles, qui occupe un rang privilégié. Depuis 1960, un tunnel creusé par l'électricité de France afin de capter le torrent souterrain traverse la montagne et communique avec les immenses volumes de l'intérieur du massif. Long de 800 mètres, le tunnel facilite la poursuite des explorations en autorisant un accès direct à la salle de l'Averna, soit à plus de 900 mètres de profondeur par rapport à l'entrée normale du gouffre. Pendant longtemps, l'Averna fut considérée comme la plus vaste salle souterraine du monde. Nous avons pu la filmer à l'aide d'un matériel spécial. 4 rampes d'éclairage de 18 ampoules alimentées par des batteries alcalines de 20 kg. Ok. Attention Olivier, maintenant tu peux brancher la 2. Bien reçu, compris. Au contraire des photos, rendues possibles par des pauses longues, le cinéma, astreint à une vitesse de 24 images par seconde, s'était souvent avéré incapable de restituer une vision d'explorateur en marche dans l'Averna. L'échelle des personnages donne une petite idée de l'immensité de ce vide inhumain. En remontant les grandes salles, nous atteignons l'emplacement de l'accident de Marcel Lubens, survenu en 1952. Ici, Marcel Lubens a vécu les derniers jours de sa vie courageuse. C'est l'épitaphe tracée par ses compagnons quelques heures après le drame. Avec Haroun Tazieff, Lubens était un des inventeurs de la pierre Saint-Martin. 30 ans plus tôt, il descendait ici, à l'aide d'un treuil, les 320 mètres de verticale du puits d'entrée et trouvait la mort à la suite d'une rupture du câble. Mais la conquête du formidable abîme s'est poursuivie. La découverte d'entrées supérieures a permis de porter son développement à près de 40 km. Et s'il n'est plus le record du monde de profondeur, le réseau pyrénéen n'en reste pas moins, par ses dimensions et son histoire, le symbole même du Grand Gouffre. D'un pays à l'autre, de massifs montagneux en plateaux calcaires, de la pierre d'altitude en vallées encaissées, nous avons poursuivi notre périple à la recherche de paysages souterrains inattendus. Les multiples facettes des cavernes visitées révélèrent une diversité surprenante qui se renouvelait toujours.
Contrairement aux apparences, la nature souterraine n'est pas figée. Les concrétions naissent, se développent, se dégradent et finissent par disparaître. Le monde des profondeurs vit tout simplement à une autre échelle que le nôtre. Et ces lieux étranges, arrachés pendant quelques instants aux ténèbres pour les besoins de nos prises de vue, sont exactement les mêmes que ceux contemplés par les pionniers de la spéléologie un siècle auparavant. Au-delà d'un émerveillement éphémère, c'est peut-être la conscience de cette réalité qui est le grand enseignement des cavernes, pour ceux qui en sont tombés amoureux.